Salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Chaque corps de métier a ses blagues, qui font référence à une culture professionnelle, et si on ne maîtrise pas le jargon ou la technique, il est difficile de deviner en quoi c'est drôle quand on n'y connaît rien. Dans ce hors-série, qui est un petit peu plus long que les autres, je suis désolé, nous allons parler de blagues connues dans le monde informatique, et plus particulièrement dans les réseaux. Enfin, c'est pas vraiment des blagues, c'est de l'humour, mais vous allez voir, c'est pas juste des petites blagues, c'est beaucoup plus velu que ça. Et pour comprendre ces blagues, on va dire, il faut s'y connaître un minimum. Donc il va falloir que je vous explique certaines choses. Oui, c'est une technique de vulgarisateur, mais ne vous inquiétez pas, ça vaut le détour. Fin des années 60 est apparu ARPANET. Ce réseau a posé les bases de ce qu'allait devenir Internet. C'était un produit purement universitaire qui s'est ensuite étendu à des usages militaires, puis est devenu massivement public dans les années 90 avec l'apparition du web. Bon, je pense que vous le savez déjà si vous avez déjà vu mes vidéos sur Internet, etc. Mais un réseau, c'est tout simplement des ordinateurs connectés entre eux qui échangent de l'information de la même manière. Pour que le réseau fonctionne, il faut donc se mettre d'accord sur comment on partage cette info. C'est ce qu'on appelle des protocoles. Par exemple, c'est le protocole HTTP ou le protocole FTP. Le premier sert à échanger des pages web, le second sert à explorer un répertoire distant pour y récupérer ou y déposer des fichiers. Vu qu'à l'époque ARPANET était un réseau expérimental qui s'agrandissait rapidement, beaucoup de choses n'étaient pas encore au point, et beaucoup de protocoles n'étaient pas encore inventés. C'est donc dans ce contexte au début d'ARPANET qu'a été mis en place les Requests for Commons, ou RFC. Alors je sais que certains d'entre vous savent déjà où je veux en venir, je ressens le petit sourire en coin de certains. Pour les autres qui ne savent absolument pas, ne vous inquiétez pas, dans quelques minutes vous allez être en mesure de jouer à armes égales, ou du moins de savoir de quoi on parle. Les RFC est un concept qui découle de la culture scientifique. Le principe est simple. ARPANET regroupe principalement des universitaires qui touchent leur bille en informatique. On est donc entre collègues, si vous voulez. L'idée, c'est que si quelqu'un a un problème ou a une idée pour améliorer le réseau, il crée une RFC. C'est un document qui peut faire plusieurs dizaines de pages, très structuré, voyez ça comme un article scientifique, où on peut proposer des améliorations, proposer des pistes pour améliorer le réseau, ou carrément proposer un nouveau protocole. Alors une fois que vous avez proposé une RFC, elle ne vaut rien. Elle va prendre de l'importance uniquement si la communauté scientifique trouve cette proposition intéressante. On retrouve là un système qui est dans le même esprit que les citations scientifiques. Quand un chercheur sort un article, un des facteurs qui détermine l'intérêt de cet article, c'est combien de fois et par qui il va être cité. Si un article est beaucoup cité dans d'autres articles, alors ça prouve que c'est un papier qui a de l'intérêt. C'est une ressource importante pour le milieu. Une RFC, c'est pareil. En fonction de l'intérêt que lui porte la communauté, on va classer la RFC. On va lui donner un niveau de maturité et un rang qui va de non recommandé à obligatoire. Le Graal, entre guillemets, pour avoir une RFC, c'est de devenir un standard, c'est-à-dire un protocole qui est considéré comme indispensable. Par exemple, le protocole HTTP, qui est la base du web, est un standard Internet. Il a été révisé plusieurs fois, et si on veut accéder au web, il faut que le serveur utilise une implémentation, c'est-à-dire un code, un logiciel, qui respecte le protocole standard HTTP, et que le navigateur du client respecte aussi le protocole standard HTTP. Tous les RFC ne sont pas des standards, mais tous les standards d'Internet qui sont émis par l'IETF, qui est en gros le regroupement scientifique qui bosse sur les normes d'Internet et sur le futur d'Internet, sont des RFC. Tout ce que produit l'IETF, c'est des RFC. Alors pour nous, et pour que ça soit plus simple, on peut dire que tous les standards d'Internet sont des RFC. À notre niveau, ça ira. Alors je fais une petite précision, je parle des standards du réseau d'Internet, pas des contenus qui sont échangés. Là je parle de comment on échange l'information et pas de l'information en elle-même. L'information en elle-même peut être soumise à des standards comme le W3C pour le web par exemple. Ce sont d'autres autorités de standardisation. Ces fameuses RFC sont restées et sont encore utilisées aujourd'hui. Ce qui est fou, c'est que Internet fonctionne sur la base de protocoles qui peuvent être potentiellement écrits par n'importe qui. En effet, n'importe qui peut proposer une RFC. Bon, c'est un exercice de connaisseur, parce que c'est un peu comme écrire un article scientifique. Ça représente parfois des années de travail, donc c'est pas un truc qu'on fait comme ça sur un coin de table. Et les RFC sont ouvertes, c'est-à-dire que n'importe qui y a accès, il n'y a pas d'accès payant ni rien, c'est complètement ouvert et vous pouvez aller voir, après cette vidéo, j'ai mis plein de liens dans la description, vous pourrez aller voir à quoi ressemble une RFC. En 1978 sort une RFC écrite par un certain monsieur Crispin. Et cette RFC décrit une option de perte aléatoire des données pour le protocole Telnet. Une option de perte aléatoire. On a un mode qui permet de perdre aléatoire des données dans une transmission. C'est une blague, on est le 1er avril, et la tradition est lancée. Depuis, chaque 1er avril ou presque sort une ou plusieurs RFC qui sont des grosses blagues. Est-ce que vous voyez le niveau de private joke du truc?
Hein, je vous ai pas menti sur ce coup-là. Alors je vais pas toutes les passer en revue, hein, parce que bon déjà ça prendrait trop de temps, et ensuite j'en comprends pas moi-même une bonne partie. Certains sont des poèmes, et j'ai pas le niveau en anglais pour comprendre toutes les subtilités, et d'autres sont carrément des délires techniques que je comprends pas, juste il faut être un chercheur dans les années 90 pour saisir les références quoi. J'ai donc fait une sélection de 5 RFC d'avril les plus drôles à mon sens, et vous allez voir qu'il y en a qui sont allés très loin. Numéro 5, RFC 6592, 1er avril 2012, The Null Packet. Pour cette première RFC d'avril, on va commencer doucement, un petit échauffement. Le paquet nul. Ce qui circule sur les réseaux d'internet, ce sont ce qu'on appelle des paquets. C'est de l'information, par exemple une page web, découpée en morceaux, qui sont des paquets, sur lesquels on a collé une adresse IP pour que le paquet arrive à destination. Le paquet nul est un protocole qui définit un paquet qui n'existe pas. Il n'est pas vide, il est nul, c'est le néant, il n'existe pas. Cet RFC explique, je cite, que le paquet n'est ni envoyé ni réceptionné quand il n'est pas reçu. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus pendant quelques jours. Alors le paquet nul c'est pratique, hein, parce que du coup il est extrêmement simple et parfaitement sécurisé, vu qu'il n'existe pas, donc il n'y a pas de faille de sécurité. Et en plus il garantit une performance infinie sur les réseaux. En effet, le paquet pesant 0, on peut en échanger une infinité. J'avais dit qu'on allait commencer doucement. Numéro 4, RFC 3514, 1er avril 2003. The Security Flag in the IPv4 Header. Alors, celle-là, je l'aime bien. L'idée est de rajouter un evil bit devant l'adresse IP pour aider les pare-feux. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Vous savez qu'il y a des attaques régulièrement sur Internet. Les attaquants utilisent des techniques variées pour saturer un serveur ou contourner la sécurité afin de récupérer des données ou faire des trucs de méchants. Pour éviter ça, on met en place des pare-feux et tout un système de sécurité pour éliminer les sources d'attaque potentielles. Du coup, les attaquants cherchent à se cacher derrière des adresses IP considérées comme sûres ou utilisent des techniques pour pas se faire détecter, ce qui permet d'éviter les sécurités qui sont modifiées ensuite, et les attaquants trouvent d'autres astuces, etc., etc. Bref, c'est la course à l'échalote. Cet RFC, mesdames et messieurs, trouve la solution ultime pour mettre un terme à tout cela. L'idée, c'est de mettre devant l'adresse des paquets, donc devant l'adresse IP, un emplacement de 1 bit. 0 ou 1. Voilà, deux possibilités. Si l'emplacement est à 0, le paquet n'est pas malveillant, à 1, le paquet est malveillant. Donc avec ce protocole, on devrait éviter toutes les attaques possibles. Il suffit de ne pas accepter les paquets dont le evil bit est à 1. Pour faire une analogie, c'est un petit peu comme si on mettait un bouton fake news quand on upload une vidéo sur YouTube. Du coup, tous les gens qui voudraient mettre en ligne des fake news cocheraient la case et on aurait résolu le problème des fake news. Vous voyez l'idée, c'est du génie. Un autre exemple qui est sérieux, celui-là, c'est pas une blague, c'est la fonction Do Not Track. Il existe une fonction qu'on peut activer sur son navigateur qui indique qu'on ne veut pas être suivi par des publicités qui récupèrent nos données de navigation ou toute autre donnée personnelle. Le truc, c'est que préciser qu'on ne veut pas être suivi ne veut pas dire qu'on ne sera pas suivi. C'est comme si je vous demandais de ne pas écrire concombre dans les commentaires. Je peux vous le demander, mais rien ne garantit que vous n'allez pas le faire. N'écris pas concombre. Non? Non, je te vois le faire. Tu n'écris pas concombre, ok? Courgette, éventuellement. Concombre, non. Cette fonction Do Not Track n'a jamais réellement fonctionné, tout simplement parce que le problème de la vie privée sur Internet est beaucoup plus complexe. Et les nombreux exemples, notamment ce qui s'est passé avec Facebook récemment, montrent qu'il ne suffit pas de dire « ne me suivez pas » pour résoudre les problèmes. Donc la prochaine fois que vous voyez passer des solutions technologiques dans le style, vous pouvez ressortir la RFC 3514 et vous passerez pour une personne qui a une culture de ouf en informatique. Numéro 3. RFC 2795, 1er avril 2000. The Infinite Monkey Protocol Suite, ou IMPS. Alors là, on arrive dans le trio de tête. Ce sont aussi les plus connus. Cet RFC fait référence au paradoxe du singe savant. C'est une expérience de pensée qui consiste à imaginer un singe devant une machine à écrire ou un clavier d'ordinateur. Si le singe tape au hasard sur le clavier, il y a une chance non nulle qu'au bout d'un moment, le singe écrive un ouvrage complet comme Hamlet de Shakespeare par exemple. Il y a d'ailleurs une chance non nulle pour que le singe écrive la totalité du savoir de l'humanité ou même la totalité du savoir connu de l'univers. Effectivement, si on tape au hasard pendant des milliards et des milliards de siècles, il y a moyen qu'à un moment le singe forme des mots, que ces mots forment des phrases, et que les phrases soient organisées pour faire des paragraphes, et que les paragraphes forment un livre d'une profondeur et d'une beauté à couper le souffle.
Si vous voulez en savoir plus sur le paradoxe du singe savant, je vous ai mis le lien d'une vidéo de balade mentale à ce sujet. L'IMPS est un protocole qui sert à monitorer une armée infinie de singes dans le but d'obtenir, je cite, un Shakespeare ou un script d'un bon show de télévision. Ce protocole prévoit tous les cas de figure pour gérer via internet cette fameuse armée. La structure de l'IMPS est constituée de plusieurs entités qui interagissent entre elles. Les singes, première entité, qui sont gérés dans des zones d'opération et d'organisation, ou zoos, et sur chaque singe, on a un équipement appelé simian qui vérifie l'état des singes et qui permet de transmettre des ordres. Il ne faut pas oublier le BARD, ou la grosse base de documents de référence, qui va comparer le résultat des singes avec des œuvres déjà existantes, comme une pièce de Shakespeare, et le critique, qu'on peut traduire par centre d'intégration des collectifs de lecteurs de documents innovants, qui lui va trouver des œuvres nouvelles dans ce qui est produit par les singes. Donc on a une entité qui détecte les œuvres déjà existantes, et une entité, le critique, qui va détecter les œuvres potentielles, les nouvelles œuvres. L'IMPS prévoit des requêtes qu'on peut envoyer au simian, comme Wake Up, qui permet de réveiller un singe, Type pour dire à un singe d'écrire, ou encore Heartbeat pour vérifier si le singe a le cœur qui bat encore, ce qui permet de vérifier s'il est mort ou pas. Il y a aussi des réponses que le simian peut envoyer pour connaître le statut d'un singe. Par exemple Distracted, qui indique que le singe est distrait, donc il n'écrit pas, No Response, quand le singe ne répond pas, Asleep pour dire que le singe est endormi, etc., etc. Bref, cette blague du 1er avril va très loin, comme vous pouvez le voir, et les deux dernières sont dans la même veine. Numéro 2, RFC 2324, 1er avril 1998, Hypertext Coffee Pot Control Protocol, ou HTCP-CP. Il y a du café partout dans le monde. De plus en plus, dans un monde dans lequel le calcul est omniprésent, les informaticiens veulent faire du café. Le brassage du café est un art, mais l'intelligence répartie dans le monde relié par le web dépasse l'art. Ainsi, il y a une condition forte, foncée, riche pour un protocole conçu expressément pour la préparation du café. Le café est préparé à l'aide de cafetières, les cafetières en réseau exigent un protocole de commande si elles doivent être contrôlées. Voilà ce qu'on peut lire en introduction de cette RFC. L'idée est de pouvoir contrôler des cafetières à distance en utilisant une version alternative du HTTP. Donc au passage, tous les start-upers qui pensent avoir inventé l'eau chaude avec leur machine à café connectée peuvent aller se rhabiller. Parce qu'en plus, le HTCP/CP, ça fonctionne. Oui, la RFC est tellement bien faite qu'on peut faire ce qu'on appelle des implémentations, c'est-à-dire le faire en vrai, quoi. Alors une implémentation complète serait compliquée, parce que le protocole permet de choisir entre beaucoup de types de café, si on veut du sucre ou du lait, voire de l'alcool, avec pas mal de choix différents. Toujours est-il qu'on trouve pas mal d'implémentations sur GitHub du HTCP/CP ou du HTCP/CP-T. Et oui, parce que plus tard fut proposée une amélioration du HTCP/CP en incluant la possibilité de faire du thé. D'ailleurs, il y a deux types d'erreurs prévues dans le HTCP/CP. La première, c'est l'erreur 406, not acceptable, qui indique que la cafetière ne peut pas réaliser cette commande pour différentes raisons. Par exemple, on demande du sucre alors qu'il n'y a pas de sucre. Et la fameuse erreur 418 qui est d'ailleurs une blague sur le web, on retrouve des fois des petites easter eggs avec des erreurs 418. Erreur 418, donc, qui renvoie I'm teapot. Je suis une théière, donc je ne peux pas faire de café. Logique. Dans ce cas, pourquoi implémenter un protocole pour faire du café dans une théière? C'est un mystère que nul n'a encore résolu à ce jour. Mais ne perdons pas espoir. Numéro 1, RFC 1149, 1er avril 1990, IP over Avian Carriers. Cet RFC propose un standard pour la transmission de datagrammes IP par transport aviaire, plus connu sous le nom de transport IP par pigeon voyageur. L'idée est de remplacer la couche liaison, qui est habituellement de la fibre, de la DSL, du Wi-Fi, du Bluetooth, enfin ce que vous voulez, et bien là on la remplace par des oiseaux, parce que le protocole s'adapte sur n'importe quel oiseau. Le pigeon est bien sûr tout indiqué, mais on peut aussi utiliser des oies sauvages ou des goélands, ça fonctionne pareil. On va imprimer le paquet en hexadécimal sur un petit bout de papier, et on l'attache sur le pigeon. C'est aussi simple que ça. Cet RFC est complètement débile. C'est pour ça qu'il y en a qui ont essayé. Ce sont des Norvégiens qui ont fait la première implantation de la RFC 1149 en envoyant plusieurs pigeons sur une distance de 5 km. Bon, il y a eu 55% des paquets perdus et une latence entre 3000 et 6000 secondes. C'est pas ultra efficace. Mais ils ont eu un trophée pour cette première implémentation, et ça, c'est la classe. Alors c'est peut-être des performances médiocres, mais on peut quand même préciser que dans certains cas, le pigeon est plus efficace qu'une connexion internet. En effet, à la place du papier, on peut mettre des cartes SD sur le dos du pigeon. Ce dernier pourra alors livrer plusieurs gigaoctets à son destinataire. Et dans certains endroits, comme dans des coins paumés au Royaume-Uni ou en Afrique, des tests ont été effectués entre un transfert d'un fichier par internet et par pigeon voyageur. Et la connexion était tellement pourrie que le pigeon était plus efficace. 4 gigas sur 60 km, 2 heures de latence,
Entre-temps, la connexion ADSL a pu transférer que 4% du fichier. Bref, les RFC d'avril, c'est un bon gros délire avec un humour qui se prend faussement au sérieux que j'apprécie énormément. J'ai pas parlé de toutes les RFC, donc si vous voulez en rajouter dans les commentaires, allez-y, hein, y a pas de souci, parce que bon, il y en a d'autres qui sont aussi super intéressantes, comme par exemple un protocole pour les communications qui vont plus vite que la lumière. Le problème étant que si vous allez plus vite que la lumière, selon certaines théories, vous remontez dans le temps, donc vous répondez à une requête avant de la recevoir. C'est-à-dire que le serveur, par exemple, va vous envoyer une page web avant que vous la demandez. Et du coup, il y a tout un protocole qui prévoit ça. On a aussi un autre protocole qui propose une version raccourcie de l'adresse IPv6, en proposant de la convertir de base 16 en hexadécimal en base 93, ce qui rend des adresses complètement bizarroïde. Enfin bref, voilà. Et il y a aussi des poèmes et des trucs que j'ai pas compris. Tous les liens sont dans la description si vous voulez voir à quoi ressemble une RFC, et sachez que ces pauvres textes bruts sans aucune présentation particulière définissent pour certains d'entre eux les règles qui permettent à des milliards d'individus d'échanger tous les jours. C'est complètement fou quand on y pense, non? Non, c'est... Allez quoi, faites au moins semblant de vous y intéresser. Faites, je sais pas, comme Mark Zuckerberg devant les sénateurs. Faites au moins semblant d'en avoir sincèrement quelque chose à foutre. À une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.